Mais ben alors, on y va. Donc, rebonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je voulais vous proposer une conférence sur les médicaments de l'obésité, puisque vous entendez beaucoup de choses dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de raccourcis. Donc, moi, je préfère vous expliquer les choses à ma façon et répondre à vos questions et aux idées reçues potentielles et vous donner aussi, bien sûr, mon point de vue. Bien sûr, ça fait aujourd'hui, on est en 2025. Moi, ça fait euh, bien combien d'années? Depuis 2006 que j'ai fait mon clinica de nutrition. Et à l'époque, on avait vraiment très peu d'aide thérapeutique. Et c'est vrai que ces médicaments de l'obésité nous donnent beaucoup d'espoir. Et ils illustrent aussi les avancées de la science et combien on peut cibler les prises en charge. Et ça casse aussi la tête aux idées reçues qu'on va revoir ensemble sur le surpoids. Donc c'est une véritable avancée et en tout cas une satisfaction de la part des professionnels que de voir des choses avancer. Donc l'obésité, avant tout, j'aimerais vous redéfinir les choses, c'est une maladie chronique. Et vraiment complexe du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est ces cellules de masse grasse qui stockent de l'énergie et avant tout, vraiment considérer qu'il s'agit d'une maladie et encore une fois chronique pour casser la tête aux idées potentielles de choses courtes pour régler un problème qui est chronique. C'est une problématique multifactorielle. Alors, j'ai essayé d'illustrer ça un peu comme quand je vous vois en consultation, mes patients, il y a différentes choses qui s'allument, moi, pour faire le profil de votre maladie, mieux la comprendre et mieux la prendre en charge. Et de la même façon que s'allument, je dirais, ces cases dans mon esprit, j'espère qu'un jour, il y aura des médicaments plus personnalisés pour accompagner les gens qui viennent me consulter. Donc avant tout, c'est une maladie du stockage adipocytaire. Celle-ci peut être constitutionnelle et ça, on le voit notamment sur les carnets de santé en voyant des différences de courbes d'indice de masse corporelle par rapport à la normale chez des patients qui me consultent. Et donc, ça révèle très tôt dans la vie une capacité à développer des adipocytes, c'est des cellules adipeuses, des cellules de masse grasse. Il y a d'autres personnes qui ont cette pathologie qui est acquise avec le temps, avec les années. Ça peut être notamment à l'occasion des régimes alimentaires restrictifs qui ont été mis en place pour lutter contre un surpoids qui était peut-être réduit initialement. Et puis, très probablement, avec les années, en fait, on est plus à même de stocker du tissu adipeux. D'ailleurs, sachez-le, sur le plan de l'état général, quand on souffre de maladies sévères à 75 ans ou 80 ans, finalement, la présence du tissu adipeux est plutôt protecteur. Mais ça, c'est à l'âge plus avancé. Donc, il y a différentes pathologies de stockage adipocytaire et c'est l'histoire pondérale qui va me permettre d'identifier ça. À cela s'associent différentes autres choses. Mais vraiment, dites-vous que le stockage est la base et qu'il y a clairement des gens qui ne stockent jamais. Hein, ça, vous l'avez remarqué, c'est une vérité. Et c'est à l'occasion d'autres événements de vie que le stockage adipocytaire va se marquer. Alors notamment, il peut y avoir des désordres du comportement alimentaire ou des particularités du comportement alimentaire sans forcément parler de maladies qui vont favoriser le déséquilibre entre apport énergétique et dépenses énergétiques. Alors là, on retrouve pas mal de choses et ça va jouer dans notre prise en charge et à mieux connaître les patients.
C'est retrouver l'histoire familiale, comment on mangeait à la maison, est-ce qu'il fallait finir les plats, est-ce qu'on a été élevé par ses grands-parents qui avaient connu la guerre, est-ce qu'on a été élevé par une maman qui faisait plein de régimes alimentaires et avait très peur que vous preniez du poids. Après, il y a aussi des biologies différentes dans ce qu'on appelle le circuit de récompense, dont je vais vous reparler ultérieurement. C'est-à-dire que ben, pour se satisfaire d'un repas, certaines personnes ont besoin de quantités plus importantes. C'est une vérité et parfois d'aliments plus gras et plus sucrés. Alors, est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est parce que les gens ont été exposés à des toxiques assez jeunes au cours de la vie qui a modifié ces signaux-là? On ne le sait pas trop, mais en tout cas, on est également différent de ce point de vue-là. On peut retrouver comme composants du comportement alimentaire les traumatismes antérieurs, les restrictions sévères qui peuvent jouer comme un élément très négatif sur ce qu'on appelle la récompense et donc induire une recherche de récompense, la récompense la plus facile étant l'alimentation et notamment le sucré et le gras. Donc on peut avoir eu des traumatismes sévères au cours de la vie ou avoir manqué de récompense, avoir manqué d'affection, aussi simplement que ça, et avoir un comportement alimentaire plus dirigé vers des aliments gras et sucrés. Donc ces éléments-là vont jouer sur le comportement alimentaire. Et puis vous avez bien sûr l'autre pendant, je dirais, du déséquilibre entrée-sortie, c'est bien sûr l'activité physique et sa variabilité au cours de la vie. On peut avoir très bien contrôlé un poids alors qu'on travaillait en pratiquant 10 000 pas par jour. En ayant une activité physique prononcée à l'adolescence et puis à l'âge adulte, avoir eu un métier très sédentaire et donc, à l'occasion de ce changement de vie, finalement, avoir eu un déséquilibre entre entrée et dépenses énergétiques et avoir fait du stockage adipocytaire auquel on était donc prédisposé. Une autre chose qui peut participer à la prise de poids, c'est une altération de votre capacité à brûler de l'énergie. Elle peut être pareille constitutionnelle, présente depuis petit, parfois liée à des troubles hormonaux, même depuis l'enfance, ou bien acquis. Hein. Les régimes à répétition, c'est la principale cause de métabolisme altéré font que votre organisme il se met en résistance. Il ne veut plus brûler d'énergie parce qu'il ne veut pas que vous perdiez votre tissu adipeux. Bien évidemment, ça fait des siècles que l'être humain développe des mécanismes pour ne pas mourir de famine. Hein. Donc, quand on fait d'un point de vue individuel des restrictions sévères, on peut altérer son métabolisme. Donc, tout ça fait une histoire pondérale d'un individu. Et quand on les prend en charge, on va devoir prendre toutes ces dimensions-là tout en même temps. Alors, les médicaments, ils s'inscrivent dans la suite de régimes alimentaires sévères, inadaptés, parce que pendant tant d'années, il n'y avait pas des réponses simples à ce stockage adipocitaire. Et donc, ben, on responsabilisait les gens de jouer sur la balance entrée-sortie, avec d'ailleurs rarement l'activité physique mise en évidence et plutôt la restriction calorique mise en avant avec des régimes de toutes sortes. Des régimes qui restreignent sur les glucides, des régimes qui augmentent les protéines, des régimes avec à base de choux, à base de citron, à base de comme j'aime avec les 1 000 kilocalories par jour si c'est pas 800, des régimes ananas, paléo entre autres. Enfin, forcément des choses qui ont intéressé des gens qui voulaient lutter contre ce stockage adipocytaire et malheureusement qui ne répondaient pas de façon durable à un problème de stockage adipocytaire qui, je vous le rappelle, est une maladie chronique.
Donc, moi, les gens qui ont fait des régimes alimentaires, je ne les critique pas, il n'y avait pas de réponse. J'aurais plutôt tendance à critiquer les médecins qui leur ont fait croire, médecins ou autres, qui leur ont fait croire que c'était des solutions durable. Bien évidemment, on ne règle pas un problème de poids avec un régime d'un mois hyper protéiné ou soupe aux choux. Et en général, ça entraîne un fort sentiment de restriction et du coup, possiblement des compulsions alimentaires secondaires. Donc ça, c'est un acquis maintenant de la prise en charge des gens. Et en fait, il aurait fallu plus souvent qu'on dise aux gens, surtout ne faites pas de bêtises, ne forcez pas les choses. Ça n'est pas qu'un problème de volonté. Donc, pourquoi je vous mets ce dessin-là? C'est encore une fois pour revenir sur ce fameux tissu adipeux. Euh, il faut vraiment que vous compreniez que ce que l'on essaye de soigner, c'est l'excès de tissu adipeux, l'excès de masse grasse et non pas le poids sur la balance. Quand on fait un régime citron, un individu va perdre 4 kilos en 2 jours, bien évidemment, de déshydratation et de masse musculaire. Donc ça n'a pas de sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de traiter ce tissu adipeux qui donne des maladies. Et en fait, là, j'aime bien vous illustrer ça comme ça parce que essayez de dissocier un corps humain qui va bien, ce que vous avez, la majorité des cas, et du tissu adipeux que vous portez. Ce tissu adipeux en excès. Et il faut que vous compreniez que c'est absolument essentiel que le corps humain se porte bien et son carburant fonctionne normalement pour pouvoir se débarrasser de ce tissu adipeux. Et forcément, quand on sait que 1 gramme de lipides ou 1 kilo de tissu adipeux, c'est 9000 kilocalories, bien évidemment, c'est pas 2 jours de régime citron ou 4 jours de soupe aux choux qui vont déconstruire ce tissu adipeux, car en général, était installé depuis un moment avec des déterminants très profonds. Donc, c'est important de voir sur le long terme la prise en charge d'une maladie chronique et que ça devienne aussi évident pour les gens que ça ne l'est pour une hypertension artérielle ou un infarctus, quelque chose comme ça. Donc, les régimes alimentaires, en fait, ils jouaient que sur la prise alimentaire. Donc, vous voyez, dans l'histoire pondérale que je vous ai établie initialement, en fait, le reste n'était pas du tout pris en charge. Donc, c'était très sommaire et du coup très culpabilisant pour les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec le temps comme solution thérapeutique? En France, on a eu une histoire assez complexe hein, vis-à-vis des médicaments et notamment du fait du Mediator ou Isoméride, qui est un médicament, je le rappelle, qui n'a pas reçu l'autorisation comme médicament de l'obésité à l'époque, mais comme une petite aide thérapeutique pour le diabète, pour le cholestérol, mais finalement pas une autorisation de mise sur le marché très ferme, très claire. J'étais déjà praticienne à cette époque-là et c'était vraiment pas un médicament que dans un grand service de nutrition on recommandait. Peut-être que sous la pression des gens et le désarroi des gens, il a été prescrit en excès. Nous, notre rôle en tant que médecin, c'est de mettre des cadres et vous comprendrez que, on suit de près les autorisations de mise sur le médicament, de mise sur le marché. Donc, le Mediator, il donnait des maladies des valves cardiaques avec une hypertension artérielle et il y a eu vraiment un excès de mortalité chez les gens qui ont pris ce médicament-là. Le Rimodaban constituait beaucoup d'espoirs thérapeutiques et en fait, quelque temps après sa commercialisation, bon, je dirais dans les 6 mois à 1 an, on s'est vite aperçu qu'il donnait des idées suicidaires et il y a eu un excès de suicide chez les patients. Il jouait un peu trop sur la fameuse récompense et induisait en fait une grosse carence d'émotions positives, on va dire, chez les patients.
Donc ça a été vite retiré du marché, même si cette cible, elle reste elle a été intéressante pour la compréhension de la récompense. La sibutramine, c'est un médicament qui est resté un petit moment sur le marché et qui était vraiment, qui coupait la faim par excès de sérotonine, mais cet excès de sérotonine favorisait l'hypertension artérielle. Donc au bout d'un moment, mais là ça n'a pas été aussi rapide que le rimonabant, la sibutramine a été suspendue du marché. Après, il y a d'autres choses qui sont utilisées à l'étranger, des médicaments de la classe des antidépresseurs, de médicaments qui vont bloquer les récepteurs à la morphine et des choses comme ça qui sont utilisées. Mais effectivement, on n'avait pas grand-chose. Alors, il y a une option qui est restée parce qu'elle n'est pas elle donne peu d'effets secondaires, notamment en fait, elle passe pas la barrière intestinale, donc ça reste que dans l'intestin. C'est l'Orlistat qui a été aussi utilisé sous forme de la pilule Ali, pour ceux peut-être qui ont déjà vu ça. L'Orlistat, qui est plus dosé que Ali, il est disponible uniquement sur prescription médicale à un dosage de 120 mg et il n'est pas remboursé. Ça se prend pendant les repas et donc ce médicament, il diminue l'efficacité des enzymes, des acteurs de l'intestin qui vont favoriser l'absorption des lipides. Donc les lipides restent dans l'intestin et vous avez compris intuitivement, le risque, c'est bien sûr d'avoir des selles grasses et de la diarrhée. Et l'efficacité est modeste. Moi, j'ai encore quelques patients qui l'avaient essayé. Euh, il y en a peu qui l'ont gardé, hein. Et bien évidemment, si on arrête le médicament, ben, on reprend du poids si on n'a pas modifié sa pratique alimentaire. Alors, comme on prend en charge une personne et non un poids, on va prendre deux petits cas que on va réfléchir ensemble et au fur et à mesure, on va parler des nouveaux médicaments. Donc, si je prends le cas d'une patiente, Sophie, 55 ans, qui se décrivait légèrement ronde jusqu'à l'âge de 45 ans. J'analyse son comportement alimentaire et son mode de vie. Et puis, retrouve que son alimentation, elle n'est pas mal du tout. Elle sait mettre des choses très intéressantes avec suffisamment de fibres, de glucides lents, de protéines. Elle mange des fruits. Il n'y a pas un comportement alimentaire orienté vers le sucré et le gras, ni de troubles du comportement alimentaire. Donc, d'un point de vue alimentaire, ça va bien. Et puis, elle l'a pas trop changé au fur et à mesure des années. Euh, Elle se décrit gourmande dans les occasions. Par contre, on retrouve que elle a un métier qui est très sédentaire et elle a toujours été au travail avec un véhicule. Donc, vraiment, elle n'a pas eu de culture d'activité physique au cours de la vie. Elle est consultée parce qu'elle a pris 20 kilos assez en quelques années, notamment parce qu'elle avait arrêté le seul cours de step qu'elle avait eu à l'âge adulte et parce qu'il y a la ménopause qui a favorisé le tissu adipeux et malheureusement elle a développé une hypothyroïdie. Donc il y a eu plusieurs facteurs en même temps qui ont contribué à ralentir le métabolisme, à ralentir l'activité physique et à favoriser le stockage. Donc, si on reprend les éléments de l'histoire nutritionnelle que je vous ai décrit avant, euh, ben en fait, d'un point de vue de l'alimentation, ben elle mange plutôt bien, donc on va pas jouer sur cet axe-là. On va peut-être corriger une ou deux erreurs et surtout la rassurer, je dirais. L'activité physique est clairement un levier, faut le considérer. Par rapport au stockage adipocytaire, ben, en fait, on est dépourvu d'options thérapeutiques. Donc, elle avait une vulnérabilité à stocker qui s'est manifestée au cours de ses événements de vie. Mais aujourd'hui, à la date de, je sais plus, du fin mars 2025,
on n'a pas de médicament qui joue sur ce déstockage adipocytaire. Concernant le métabolisme, alors de base, est-ce qu'il était altéré? Je ne sais pas. Avec les années, il est sans doute apparu. L'hypothyroïdie a aggravé la capacité du corps à brûler de l'énergie. Et puis, ben, cette dame avait peu de masse musculaire, sans doute, qui est quand même ce qui va brûler le tissu adipeux, hein. C'est les muscles, ils consomment les lipides. Donc, plus ils sont forts et présents, plus on a des chances de contrôler son poids. Donc, du coup, notre seul levier chez cette patiente actuellement, c'est de l'orienter vers de l'activité physique et pour favoriser le déstockage adipocytaire. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre chose à proposer à cette patiente. Monsieur L, 35 ans, il se décrit comme un enfant en surpoids, modéré. On disait de lui qu'il était plus rond que les autres, mais il était de poids normal jusqu'à 20 ans parce qu'il faisait beaucoup d'activités physiques. Il faisait sport, études, rugby, donc une forte masse musculaire, hein, c'est évident avec ce sport-là. Et il avait peu de culture nutritionnelle, donc une alimentation peu équilibrée, riche, mais non modifiée au cours de la vie. Donc il n'a pas eu, je dirais, les bases pour changer son comportement alimentaire. Il nous explique qu'à 20 ans, il s'est blessé, il s'est fait une rupture des croisés, ce qui a nui à sa carrière de rugbyman. Il a tout arrêté et donc, en général, il rencontre une difficulté à faire des sports variés de moindre intensité, au moins pendant un moment. Et puis, il me raconte qu'il a fait ses études, et puis il s'est mis en couple, et voilà, le sport, la pratique qu'il avait par le passé, il ne l'a pas retrouvée. Quand on le prend en charge, il a un IMC à 42, il commence à avoir des complications respiratoires de son surpoids. Donc, ce jeune homme, il a clairement une pathologie de stockage adipocytaire. Il l'avait jeune, très probablement parce qu'il décrit un surpoids. Donc on imagine bien qu'il y a déjà des cellules adipeuses qui se sont formées plus tôt que les autres jeunes. Et puis bah, peut-être acquises avec le temps. Il a un comportement alimentaire qui mérite d'être orienté, d'être dirigé. Donc ça, c'est clairement un levier. L'activité physique, bah, vous l'avez bien compris, il va falloir l'aider à reprendre une activité en commençant doucement et pas avec les mêmes exigences qu'il avait par le passé. Et puis, on n'a pas spécialement d'argument pour une altération du métabolisme chez ce patient. Donc, comme pour notre patiente précédente, pour l'instant, moi, j'ai pas d'option sur le stockage adipocytaire. Je n'ai pas d'option par rapport au métabolisme, mais je ne pense pas que ce soit le problème chez lui. Alors, le problème, c'est qu'on a le stockage, ça c'est clair, j'ai pas d'option. Mais dans les leviers, on peut travailler bien sûr sur l'alimentation et travailler sur l'activité physique. Alors ça, c'est pas toujours simple de travailler son comportement. Et ses habitudes de vie, mais moi je pars du principe que quand les gens poussent la porte du médecin nutritionniste, c'est parce qu'ils veulent prendre un tournant. Et donc on essaye d'y mettre les moyens. Et il faut une prise en charge pluridisciplinaire avec une éducatrice en activité physique adaptée, une diététicienne, au mieux une infirmière coordinatrice et une psychologue pour prendre en charge les différents aspects de la nutrition du patient que je vous ai décrit avant. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment reconnu par l'État et je dirais par la profession de nutritionniste, la nécessité d'être à plusieurs pour prendre en charge correctement les gens. On ne peut pas se suffire un jour juste prescrire un régime restrictif ou même un médicament. Donc, tout patient qui est orienté vers un médicament doit bénéficier d'une prise en charge multimodale.
Donc, on le prend en charge et 6 mois se passent. La reprise de l'activité physique, ben, avec un indice de masse corporelle à 42, ben, c'est plus compliqué, bien sûr. Mais il le fait doucement. Il fait des efforts sur son comportement alimentaire, notamment la mastication, le plaisir alimentaire, la constitution des repas, la régularité. Et il acquiert vraiment un bon rythme alimentaire. Mais il a perdu 8 kilos à 6 mois. Et quand on l'interroge sur la capacité à poursuivre ce qu'il a mis en place, il nous dit, j'ai quand même faim. J'ai tendance à vouloir me resservir, à penser à vouloir me resservir, à regarder la casserole en me disant est-ce qu'il en resterait pas? Et notamment, je souligne d'emblée que c'est la, euh, la bonne alliance thérapeutique avec le patient et la confiance qui permet de mettre en lumière ces nouveaux leviers de prise en charge. Et que bien évidemment, en tant que professionnel, on n'attend pas que vous nous disiez, mais je comprends pas, je mange mes légumes, uniquement ça et je perds pas de poids, faut qu'on arrive, plus on connaît les gens, plus on arrive à définir la prise en charge. Donc, ce qui se pose chez lui, la question, c'est les options médicamenteuses. Et donc, je vais vous introduire les médicaments dont on parle aujourd'hui. Il s'agit d'hormones de l'intestin, c'est les entérohormones. Déjà, sachez-le, la fonction de manger a deux missions principales, deux objectifs. C'est on nourrit son corps et on lui fait plaisir. Si on n'a pas rempli ces deux fonctions, je dirais on n'est pas bien dans son assiette et a priori, on ne va pas continuer les conseils des médecins dans 90% des cas. Donc, c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui fait qu'on va trouver la bonne alimentation qui nourrit bien votre corps, hein. Vous vous rappelez, hein, là, j'ai pas illustré, mais il y a le tissu adipeux tout autour. Donc, il faut savoir donner le bon carburant. Et il faut que vous ayez du plaisir alimentaire. N'importe qui a droit à ce plaisir alimentaire. C'est pas parce qu'on a du surpoids qu'on n'a pas le droit d'avoir du plaisir alimentaire, loin de là. Donc, il faut vraiment viser ça. Toutes ces notions de bonne nutrition, de métabolisme et d'avoir du plaisir passent par des hormones. Des hormones qui sont fabriquées au niveau du système intestinal, au niveau de l'estomac. Oh, je suis en train de mettre des petits traits. Ou s'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire en même temps que moi, je sais pas. Qui sont fabriquées par l'estomac ou par l'intestin et qui vont dialoguer avec le tissu adipeux, avec le muscle, avec l'ensemble des organes, travailler aussi avec le pancréas et avec l'hypothalamus qui comporte la zone là, qu'on appelle le circuit de récompense. Ces médicaments, ou les entérohormones, on les a notamment découvertes comme médicaments du diabète avant d'être un médicament qui régule le comportement alimentaire et la motricité digestive. Ces hormones sont multiples. Hop. Alors, je fais juste une petite pause. Émilie qui nous suit, il y a plein de petits traits verts qui ont dû être écrits, je ne sais pas par quel mécanisme, sur l'écran. Donc, il doit y avoir un stylo ou un iPad qui est en train de gribouiller. Bon, on va essayer de faire avec. Si vous avez un moyen de l'enlever, c'est chouette. Les hormones, vous voyez, il y en a plein. D'accord? Il n'y en a pas qu'une aujourd'hui, on parle d'une en particulier qui est le GLP-1. Et en fait, le long de l'intestin et dès l'estomac, en fait, il y a des hormones très différentes qui sont fabriquées à chacun des niveaux. Il y a d'autres hormones qui régulent des dialogues entre le tissu adipeux et le muscle, qui sont ici cités. Je vous encourage à ne pas les retenir, mais on verra avec le temps s'il y a des pistes thérapeutiques là-dessus, bien sûr.
Les médicaments dont on parle aujourd'hui, c'est des entérohormones qui vont mimer les effets d'hormones intestinales qui régulent en partie le métabolisme, la fabrication de l'insuline, mais aussi qui jouent sur la vidange gastrique et le comportement alimentaire. Et donc, ceux qui sont développés pour le surpoids, aujourd'hui, il s'agit du Vigovi qu'on connaissait en fait, ça c'est le nom commercial, mais il s'agit aussi en nom commercial de l'Ozempic, c'est la même molécule. Alors très souvent dans les médias on parle de l'Ozempic, mais l'Ozempic est pour les diabétiques. Il ne faut pas dévier la prescription. On a connu, nous, pendant les 3 dernières années, une pénurie d'Ozempic pour les diabétiques parce que les médicaments ont été détournés pour l'obésité seule, alors que le Vigovi était en train de se développer. Et ça valait le coup d'attendre le Vigovi parce que le laboratoire pharmaceutique, et je vais vous montrer, a fait des études spécifiquement sur le surpoids. Quand ils se sont aperçus que c'était une aide pour perdre du poids, ils ont fait très bien les choses. Ils ont développé des études scientifiques avec des personnes non diabétiques mais en surpoids pour voir quel était le bénéfice du médicament. Et ça, c'est un point essentiel avant commercialisation, avant autorisation de mise sur le marché pour prévenir des effets graves en fait, hein. Comme on a pu le voir, si une étude avait été bien faite pour le Mediator, beaucoup de personnes n'auraient pas souffert des complications. Donc, oui, il fallait attendre le Vigovi, mais beaucoup de gens ont parlé de l'Ozempic dans les années précédentes, bien sûr. Un médicament qui est déjà sur le marché, mais un peu plus récent et dont on parle un peu moins, c'est le tirzépatide. Alors, je vous ai mis le nom de la molécule. Je vous redirai le nom commercial que je vais déjà vous dire, c'est le Mounjaro. Ce médicament semble être plus puissant parce qu'en fait, il met l'effet de deux, il mime l'effet de deux entérohormones et non pas d'une. Et en fait, le laboratoire d'emblée s'est dit, mais on va pas faire la même erreur. Enfin, c'était pas une erreur du laboratoire précédent, on va faire d'emblée les études sur le surpoids et le diabète. C'est pour ça que sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché qui a déjà lieu pour le Mounjaro, elle vaut pour l'obésité et pour le diabète. Alors, comment ils jouent? Donc, le GLP-1 et le GIP, ils sont fabriqués là au niveau de l'intestin, tous les deux. Et tous les deux, ils entraînent une diminution de la vidange gastrique, donc ce qui fait que les gens ont l'impression d'avoir un peu plus l'estomac plein. Alors ça, c'est pour les effets positifs. Les effets négatifs, vous imaginez, c'est un peu plus de nausées, de douleurs abdominales, parfois des reflux. Et ils ont tous les deux un effet sur le pancréas, donc ils stimulent la fabrication d'insuline par le pancréas. Et ils ont tous les deux un effet sur l'hypothalamus ou le circuit de récompense. Je dirais qu'en pratique clinique, moi, ce que je vois chez les patients, c'est des gens qui sont plus satisfaits de ce qu'ils ont mangé et assez naturellement, leur comportement alimentaire va se diriger vers le bon carburant, en fait, vers une nutrition qui est celle dont le corps a le plus besoin. Et c'est plus simple pour eux d'éviter les sucres rapides, d'éviter des sodas, d'éviter des viandes grasses parce que ça les dégoûte. Alors il y a l'effet sur le système intestinal, mais je pense un fort effet sur l'hypothalamus avec une correction des orientations nutritionnelles antérieures. Ce qui semble être intéressant avec l'association au GIP dans le médicament, le second médicament qui est le Mounjaro, c'est qu'il pourrait y avoir un effet complémentaire sur le tissu adipeux. Peut-être qu'il favoriserait le déstockage adipocytaire, ce que le GLP-1 ne fait pas. Le GLP-1, peut-être que chez certains, il joue sur le déstockage, mais vraiment, j'en suis pas certaine.
Et en tout cas, ça joue clairement sur la prise alimentaire, le Vigovi, GLP-1. Et j'attends de voir plus dans la pratique le Mounjaro pour voir s'il y a un effet plus important sur le tissu adipeux ou le métabolisme, sachant que le Mounjaro, on l'a depuis plus récemment et je vous dirai pourquoi pour l'instant, on ne l'a pas trop prescrit. Donc voilà ce que je vous disais, hein, l'effet central du médicament au niveau hypothalamique et au niveau de la diminution de la vidange gastrique. Donc on a une augmentation de la satiété, une réduction de la prise alimentaire, effet secondaire, bah oui, potentiellement quelques nausées. Avec le temps, moi je trouve que les gens ont beaucoup moins d'effets secondaires et possiblement que le Mounjaro a encore moins d'effets secondaires que le Vigovi seul. Bien sûr, on a une perte de poids favorisée par la réduction de la prise nutritionnelle. Après, donc sans surprise, sur le pancréas, on a une augmentation de la fabrication d'insuline, aussi une réduction de la sécrétion de glucagon qui augmente le sucre dans le sang et une réduction de la vidange gastrique comme autre effet digestif. Au niveau hépatique, ben, ça se passe pour le mieux pour tout ce qui est en rapport avec le diabète, puisque les gens ont une meilleure efficacité de leur propre insuline et ils fabriquent moins de sucre également. Cette moindre production de sucre, cette moins envie de sucre, et ben, ça réduit le stockage adipocytaire. C'est en ça que ça réduit le tissu adipeux. Voilà, après, sur le plan intestinal, possiblement, il n'y a pas que le ralentissement de la vidange gastrique, enfin, c'est pas possiblement, c'est certainement. Chez certains patients, il y a une augmentation de la motricité digestive et quelques accès de diarrhée. Pareil, avec le temps, ça semble se corriger, mais chaque patient est variable et je dirais, on ne peut pas définir d'avance son patrimoine biologique et permettant d'agir au mieux et de faire de la médecine de précision. Alors, le Vigovi, effectivement, là, je vous présente les résultats d'une étude qui a mené à l'autorisation de mise sur le marché. C'est une étude qui montre l'efficacité du médicament. Alors, le Vigovi, autre nom, c'est semaglutide, contrairement au diabète, dans cette étude, est utilisé jusqu'à 2,4 mg. Dans le diabète, c'est 1 mg. Donc, les gens ont eu des doses plus fortes et on a comparé le médicament, enfin le groupe de patients sous médicament, à un groupe de patients qui a un placebo. Donc, un placebo, ils ont eu également une piqûre, sauf elle ne comporte pas le principe actif. Ils ont tous été incités à changer les habitudes de vie. Et donc, vous voyez, on avait 1300 personnes à peu près dans le groupe Vigovi et 655 dans le groupe placebo. On découvre que 86% versus 31% des patients perdent plus de 5% de leur poids. Donc, ce qui veut quand même dire qu'un tiers des patients sous placebo perdent plus de 5% de leur poids corporel grâce aux modifications des habitudes de vie. Et je dirais même au-delà du simple fait d'être dans une étude, surveillé, encouragé, et que tout ça, quand même, ça a du poids. Et là, vous voyez la courbe. On aime bien regarder les courbes, c'est plus clair. Vous voyez qu'au bout de 68 mois, le groupe des patients qui étaient sous Vigovi jusque 2,4 mg perd à peu près 15% de son poids initial. Alors, pour prescrire maintenant ce médicament depuis un moment, parce que j'ai eu la chance, je l'ai demandé, d'avoir l'accès précoce pour les patients les plus sévères, ce 15%, c'est bien sûr une moyenne, n'oubliez pas. Il y a des gens qui répondent peu et il y a des gens qui répondent vraiment beaucoup. J'ai vu des gens avec la même réponse qu'une chirurgie bariatrique et très stable dans le temps, hein, qui sont depuis 2 ans sous le médicament. À l'inverse, j'ai des gens qui font tout bien et en fait, on ne voit pas de modification du poids. Donc, c'est bien que la biologie du tissu adipeux est complexe et qu'en tout cas, le Vigovi qui joue sur le comportement alimentaire, la vidange gastrique et l'insuline n'est pas suffisant pour tous.
Donc, il y a des effets secondaires du médicament qui sont les nausées, retrouvées chez 44% des patients. Ça, je vous ai dit, c'est la diminution de la vidange gastrique et la diarrhée, un tiers des patients. Et en pratique, je vous dirais que c'est plus quelques accès de diarrhée, 1 ou 2 jours après l'injection, quelque chose comme ça, mais pas une symptomatologie quotidienne dans la grande majorité des cas. Finalement, j'ai que quelques patients qui arrêtent le médicament pour les effets secondaires. On retrouvera aussi des vomissements, un peu de constipation, à l'inverse de la diarrhée, des vertiges et des céphalées. Une autre étude qui est vraiment intéressante, bon, il y en a eu beaucoup hein, sur les médicaments, mais moi qui me tient à cœur de vous montrer, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, j'aimerais un coup de pouce. C'est-à-dire que ils n'envisagent pas qu'une aide, qu'une prise en charge sur le long terme soit nécessaire. On me dit c'est pour rebooster, c'est pour relancer, etc. Donc, depuis le début de l'intervention, hein, j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'une maladie chronique de stockage adipocytaire. Donc, c'est pas que sur vos épaules que repose la prise en charge ou la perte de poids. C'est pas qu'un coup de pouce et cette étude le montre bien. Euh, Vous voyez qu'ici, les gens, ils ont été 20 semaines sous sémaglutide. Ils ont déjà perdu 10% de leur poids quand on les sépare en deux groupes. Ceux qui vont vers le placebo, donc pas de principe actif, et ceux qui continuent le sémaglutide. Ceux qui sont mis dans le groupe placebo, donc c'est un tirage au sort hein, pour vraiment identifier la différence, reprennent du poids. Donc, ce médicament qui est une aide, il faut l'envisager euh, comme le traitement d'une maladie au long cours. A priori, surtout le Wegovy, on a pas mal de recul et on n'a pas de marqueur négatif de devoir l'arrêter. Au même titre qu'on traite une hypertension artérielle, comme je vous le disais tout à l'heure, un infarctus ou une hypothyroïdie, le surpoids, c'est une énorme maladie métabolique. Donc, si on a des pistes thérapeutiques, on les garde a priori. Si on les arrête d'un coup, on reprend du poids. Je vous ai pas mis les chiffres, mais l'étude SELECT est une étude qui s'est intéressée aux personnes qui ont fait un infarctus. Et avec le temps, dans cette étude, on a vu que de bénéficier de cette molécule, le sémaglutide, diminuait la mortalité cardiovasculaire. Cette donnée, cette étude est tellement importante que c'est ce qui a permis de dire que ce médicament euh, apportait un service médical rendu et qu'il était nécessaire d'envisager son remboursement. Donc, vous voyez que dans les études scientifiques, il y a plusieurs étapes. Il y a eu le diabète, il y a eu montré chez les patients en surpoids que ça marchait. Avec ces études-là, il y a tellement de gens qu'on voit aussi s'il y a des effets secondaires graves, hein. Ça ne représentera jamais les millions de personnes qui vont suivre les médicaments, bien sûr. Euh, et puis, il y a ces études qui ciblent certains paramètres précis, comme l'étude SELECT, et c'est des données qui vont appuyer les demandes de remboursement pour les laboratoires et qui sont pour nous, médecins, des données très importantes pour la prise en charge. Alors, le tirzépatide, le Mounjaro, c'est le double analogue GLP1-GIP. Et là, je vous présente de nouveau les résultats d'une étude à 72 semaines qui a concerné 2500 adultes à peu près, non diabétiques. Ce que vous voyez, c'est que les gens qui ont 5 mg perdent 15% de leur poids, soit le même bénéfice que le GLP-1. Ceux qui ont 10 mg perdent 19,5% et ceux qui ont 15 mg, on est proche de 21%.
Donc, c'est simple déjà, ça semble plus efficace que le GLP-1 seul. D'accord? Le groupe placebo perd moins de poids, on est à moins 3% à peu près, donc au total, donc c'est pas suffisant. Dans cette étude, il y a des gens qui ont arrêté pour effet secondaire, mais toujours moins d'une personne sur 10, quelle que soit la posologie. Sous la posologie la plus efficace, on a 6,2% des patients qui ont arrêté le médicament. Donc c'est assez faible. Pas d'événements graves rapportés avec la molécule. Donc c'est intéressant. Mais encore, je vous rappelle, on est sur 2500 patients. On estime que des millions de personnes vont recevoir ce médicament, peut-être, enfin, a priori, et on va voir apparaître sans doute d'autres effets secondaires, hein. On n'a pas les données à 15 ans de la molécule, hein. Ce que vous voyez, c'est qu'on a 18% de perdus de vue. C'est assez, je dirais, le lot des études scientifiques, mais c'est aussi le lot de la pratique en nutrition. C'est est-ce qu'ils ont moins répondu, est-ce qu'ils ont eu des effets secondaires, on ne saura pas. Mais sachez que dans les études, on prend le dernier poids de ces patients et on les inclut dans l'analyse. Donc ici, vous avez dans ces résultats positifs, vous avez aussi des données manquantes. Possiblement, ça sous-estime l'effet du médicament chez les répondeurs. Mais tout est fait de moyenne avec des gens très répondeurs et des gens moins répondeurs. On ne peut pas imaginer qu'une molécule, enfin ces deux molécules ici, résolvent une pathologie aussi complexe que le surpoids, bien sûr. Il ne faut pas imaginer que ce soit miracle. Même si ça aide beaucoup de monde, c'est quand même pas le miracle. Alors, qui peut être traité? Là, on considère le Mounjaro comme le Vigovi. Euh, Là, hop, je décale un peu ça pour que vous compreniez ma fenêtre de... Voilà, où est-ce que l'on en est? Donc, ces deux médicaments ont eu l'autorisation de mise sur le marché parce que les études ont été bien. Donc, ils ont eu une autorisation qui est en général européenne. Et donc, dans chaque pays d'Europe, on est d'accord, on peut mettre le médicament en pharmacie. Ensuite, il y a une autre étape qui concerne du coup les législations, c'est de savoir si on va rembourser ce médicament-là. Et c'est le comité de la transparence qui prend cette décision au vu des études scientifiques. Si ça marche, si on sauve des gens, bien évidemment, cela incite à rembourser le médicament. Et donc, juste pour vous dire, le Mounjaro, ils sont en train de discuter au comité de la transparence de son service médical rendu avant de discuter du coup du remboursement. Est-ce que la France remboursera un médicament comme celui-ci ou pas? Et ça, le comité de la transparence, c'est vraiment au sein de notre pays. Donc, si le comité de la transparence dit oui, ça a un service médical rendu important, alors il doit y avoir une discussion entre le comité économique des produits de santé et le laboratoire Novo Nordisk. Alors là, le laboratoire Novo Nordisk, c'est pour le Vigovi. Le Mounjaro, c'est le laboratoire Lilly. Mais là, j'ai mis le nom du laboratoire parce qu'ils sont actuellement, en fait, en train de discuter du remboursement du prix du médicament. Il va être remboursé, mais il faut qu'ils soient d'accord sur le prix avant de mettre le médicament sur la liste des spécialités remboursables. Et c'est ça, vous voyez, en décembre dernier, novembre-décembre, en fait, pour le Vigovi, on a eu un avis positif concernant le remboursement. Et depuis, on attend toujours la fixation du prix pour que ce soit vraiment remboursé. Donc, moi, j'ai des gens qui m'interrogent régulièrement. Je n'en sais pas plus, mais je pense que je ferai partie des gens les plus vite instruits. Donc, le Vigovi, c'est ces indications chez l'adulte qu'il faut que nous, comme praticiens, on respecte.
C'est toujours en complément alors plutôt qu'un régime, je dirais qu'un suivi nutritionnel pour moi, et d'une augmentation de l'activité physique sans perte suffisante de poids. Notamment aussi pour le maintien du poids. C'est chez des adultes qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30 ou alors supérieur à 27 et inférieur à 30 mais avec des complications sévères. Hypertension, dyslipidémie, syndrome d'apnée du sommeil, maladie cardiovasculaire. Vous voyez que dans les indications, on est chez des gens qui présentent des surpoids et pas des obésités. Donc, si un médecin décide de le prescrire euh, et qu'il suit ses indications, à la rigueur, ce serait possible, mais ça ne veut pas dire que ce soit remboursé. Et ça ne veut pas dire non plus que l'ensemble des professionnels de la nutrition en France soient d'accord avec ça. Donc, pour le Vigovi, dans ma pratique, par exemple, je ne le prescris pas pour les indices de masse corporelle de 27 à 30, ni même de 30 à 35, puisque mes confrères nutritionnistes, euh, la haute autorité de santé, plus précisément, nous recommandent de le prescrire pour des indices de masse corporelle supérieurs à 35. D'accord? Pour pas qu'il y ait trop de gens sous ce médicament, pour le moment, bien sûr. Un jour, je ne sais pas ce qui se passera dans quelques années. Donc aujourd'hui, il n'est pas remboursé, mais le Vigovi a deux moyens, puisque nous sommes à la limite de la Suisse, de l'avoir. C'est donc l'acheter en France, où le coût n'est pas négligeable et différent selon les pharmacies, sans doute. Donc, moi, je dis aux gens de se renseigner, parce qu'il y a des différences non négligeables. Mais certains patients l'achètent directement en Suisse. Pour l'instant, la Suisse est tolérante vis-à-vis des prescriptions françaises et le coût est fixé en Suisse parce que les assurances remboursent déjà la molécule. Donc, ils se sont alignés en fait. Donc, il n'y a pas des pharmacies qui vont faire 50 € ou 50 francs suisses de plus que l'autre pharmacie. Donc, on trouve le médicament avec un coût mensuel inférieur à 200 € en Suisse. Donc, concernant ma pratique, moi, j'applique les recommandations de la Haute Autorité de Santé et non pas de l'autorisation de mise sur le marché. Et la Haute Autorité de Santé veut que l'on prescrive le médicament pour des indices de masse corporelle supérieurs à 35. Ces médicaments ne peuvent d'ailleurs être prescrits que par des professionnels endocrinologues ou nutritionnistes pour un meilleur contrôle pour l'instant de ces molécules-là. Donc, la commission de la transparence était assez d'accord avec la Haute Autorité de Santé, a émis un avis favorable au remboursement du Vigovi uniquement pour les personnes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 35. En cas d'échec de la prise en charge nutritionnelle bien conduite, en complément à une juste alimentation et une augmentation de l'activité physique. La commission de transparence a attribué un service médical rendu important euh, et une amélioration du service médical rendu. Bon, attendez, c'est compliqué ce que je vous dis, des fois je ne devrais pas vous dire tout ça, plutôt mineur. Bref, il sera pris en charge pour les indices de masse corporelle supérieurs à 35, du fait notamment de son effet sur le plan cardiovasculaire. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Donc, comme vous l'avez compris, c'est en cours de négociation entre les autorités sanitaires et le laboratoire de savoir à quel prix il sera. Le tirzépatide, lui, il est autorisé depuis décembre 2023. C'est les mêmes indications que le GLP-1
Et la haute autorité de santé, donc les professionnels de santé représentés par la haute autorité de santé, considèrent que les praticiens sont favorables à la prescription du médicament pour un indice de masse corporelle supérieur à 35 et dans les mêmes indications que le Vigovi. Pour l'instant, on n'a pas l'avis du comité de transparence et du coup, aucune perspective de remboursement pour le moment. Donc, on devrait avoir des nouvelles dans l'année. Alors, qui est-ce qui peut bénéficier du traitement? Ben, il est contre-indiqué chez les gens qui ont des antécédents de cancer endocrinologique. Je vous passe les détails. C'est notamment les cancers de la thyroïde et une affection endocrinienne qui s'appelle la néoplasie endocrinienne multiple. Les gens qui ont présenté une hypersensibilité, une allergie à cette classe de médicaments, on ne va bien sûr pas leur prescrire. Grossesse et allaitement, on n'a pas de données, donc on ne doit pas les prescrire dans ces moments de vie-là et on incite les femmes en âge de procréer à avoir une contraception fiable. Donc voilà, après, il y a des précautions d'emploi, comme les gens qui ont déjà eu une inflammation du pancréas, par exemple, ou de la vésicule biliaire. On va faire attention, on va leur rappeler les signes. Mais globalement, comme ça mime l'effet d'une hormone que l'on fabrique, il y a assez peu d'effets secondaires graves. Il y a cet inconfort digestif dont on a parlé précédemment, et puis donc quelques cas de pancréatite aiguë, pardon. C'est aussi ce qu'on regarde dans les précautions d'emploi. Alors la pancréatite aiguë, c'est une inflammation du pancréas. C'est un peu comme si on avait une appendicite, mais au niveau du pancréas. Donc ça fait mal. En général, les gens ne restent pas chez eux et vont consulter parce que le cortège de symptômes est important. Et il s'agit soit d'une inflammation directe du pancréas, soit en fait le fait d'avoir perdu du poids qui a favorisé un calcul dans la vésicule biliaire qui a migré dans le pancréas et qui a créé une inflammation du pancréas. Donc, je dirais même les gens qui perdent du poids de façon importante, ils sont à risque de lithiase biliaire et de pancréatite aiguë. Donc, est-ce que c'est le médicament en lui-même qui favorise les pancréatites? C'est un petit peu compliqué de le dire aujourd'hui. Ça se présente comme ça. C'est des stylos, c'est facile. Franchement, l'aiguille, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Et le stylo comporte tout ce qu'il faut pour que ce soit simple. Il y a une fenêtre de lecture, vous allez choisir la dose. Ici, il y a un embout pour mettre l'aiguille qui est en fait entouré d'un capuchon, donc même de deux capuchons, un capuchon externe, un capuchon interne. Et une fois qu'on a enlevé la languette de papier, eh ben, on visse cette aiguille, qui est donc tout emballée pour pas que vous vous piquiez, sur la cartouche. Et puis, ben, on enlève le capuchon interne. Et donc, l'aiguille se révèle. Et puis, ben, on injecte la dose. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'injection pour que le liquide sorte et soit injecté en sous-cutané. Alors, on peut pratiquer l'injection, là vous voyez, c'est le ventre qui est souvent utilisé, mais c'est aussi possible dans la cuisse, c'est aussi possible dans le bras si c'est quelqu'un qui vous aide. Donc, c'est vraiment simple d'emploi et chaque boîte, il y a un fascicule d'utilisation, une notice qui est très claire et il y a même un QR code avec une vidéo pour voir comment utiliser le stylo. Donc, c'est vraiment simple. Une boîte comporte un stylo et le stylo, il fait 1 mois de traitement. Pour le Vigovi, les aiguilles sont fournies. C'est pas le cas du tirzépatide. Euh, on administre par injection sous la peau une dose par semaine, au mieux le même jour. Si c'est pas possible, on peut redécaler d'un jour, ça pose pas de problème, hein. On peut décaler de
du dimanche au lundi, puis du lundi au mardi, et on essaye de reprendre le rythme de toutes les semaines. C'est pas très grave. On fait donc une dose par semaine, au cours ou en dehors d'un repas. C'est pas important. Et donc sur les zones de localisation que je vous ai précisées. Dans chaque cas, on augmente progressivement les doses et toutes les 4 semaines. Donc, pour le Vigovi, c'est 0,25, 0,5, 1 mg, puis 1,7 et 2,4 mg. Pour le tirzépatide, 5, 7,5, 10, 12,5 et 15 mg. Mais il faut savoir que je crois que c'est les deux derniers stylos ne sont pas encore disponibles en France. Donc, c'est vraiment tout neuf. La bonne dose, pour moi, c'est pas la dose maximale. Le bénéfice à attendre n'est pas forcément lié à la dose. J'ai pu m'apercevoir que les gens qui n'arrivent pas à se nourrir suffisamment, moi j'aime bien parler de carburant puisque ça parle toujours plus que protéines, glucides et lipides, ceux qui n'arrivent pas à prendre le bon carburant, en fait leur corps ne sait plus brûler d'énergie, se met sur la réserve et en fait leur poids stagne. Donc le but, c'est pas d'arrêter de manger. Le but, c'est de se nourrir. Donc, j'ai des patients qui sont sous 0,5 ou 1 mg de Vigovi avec un bénéfice. Et hors de question d'aller plus haut parce que vraiment, ils se sentent incapables de manger potentiellement. Alors, des petits détails, avant utilisation, les stylos, ils se stockent au froid. En cours d'utilisation, on peut le conserver en dehors du frigo, quand même à une température raisonnable. Quand on élimine du coup le stylo, il peut aller dans le bac de tri. Et les aiguilles, soit vous avez une boîte d'asserie, qui est une boîte jaune pour les aiguilles, soit vous le conservez dans un petit bocal que vous emmenez à la pharmacie dans une boîte d'asserie. Et puis tout est bien décrit dans les notices d'information, vraiment très clair. Alors l'avenir, c'est quoi? Déjà, ce serait encore une fois de revenir précisément sur l'histoire pondérale et ses déterminants. Il faut bien caractériser pour bien soigner. Et c'est l'avenir, mais c'est déjà c'est aujourd'hui, hein, c'est complètement actuel. C'est l'idée de, en retraçant l'histoire pondérale, de potentiellement identifier des gens qui ont des déficits génétiques. Et il y a déjà un médicament qui cible particulièrement des gens qui ont une anomalie génétique qui va porter sur le contrôle de la faim. Donc ça, c'est l'imcivree ou le 7-mélanotide. Donc c'est le fait de vous interroger notamment sur l'histoire pondérale dès l'enfance qui permet de suspecter une anomalie de ces fonctions-là. On va demander une caractérisation génétique. Et si elle est identifiée, on soumet le dossier à un groupe d'experts nationaux pour que les personnes puissent bénéficier du remboursement de ce médicament. Donc, vous voyez combien on est dans le ciblage et vraiment, le fait d'aller caractériser ce qui se passe au niveau du comportement alimentaire peut euh, considérablement nous permettre d'aller sur une cible thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment une énorme avancée. Après, le médicament, il a des effets secondaires, hein. C'est quand même à prendre en considération quand on prend ce médicament-là et qu'on a cette mutation-là. Notamment, il y a une pigmentation de la peau qui peut être très importante. Alors, vous voyez, j'ai essayé de localiser euh, un peu l'avenir et de vous remettre un peu les hormones dont j'ai parlé précédemment. Donc, le 7-mélanotide, dont je viens tout juste de parler, il joue notamment sur le circuit de récompense et en fait sur les centres de la satiété. La leptine, c'est une hormone du tissu adipeux. On n'a pas encore la piste précise pour la population générale. La gréline, vous en avez sans doute entendu parler, c'est une hormone qui est fabriquée par l'estomac et on n'a pas de médicament qui diminue la gréline.
Au niveau intestinal, il y a pas mal donc d'hormones. Je vous ai parlé du GLP-1 et du GIP. Donc le GLP-1, c'est le sémaglutide ou Wegovy. Et avant que le sémaglutide n'arrive, vous savez, on avait le Saxenda. C'était le liraglutide. C'était la forme quotidienne du sémaglutide. Bon, elle est en rupture, enfin, elle a arrêté d'être fabriquée, donc ne le cherchez pas. Et il faut savoir il y a des formes orales qui ont été développées et qui devraient venir dans les années à venir. Donc, un peu de patience. GLP-1 et GIP, c'est le tirzépatide ou le Mounjaro dont je vous ai parlé. Ça, c'est que des hormones fabriquées par l'intestin, que j'ai représenté ici. Une donnée très intéressante, c'est qu'il y a des molécules en cours de développement qui vont jouer sur le métabolisme. Elles miment l'effet du glucagon, c'est ces molécules ici, survodutide, masdutide. Si on les utilise seules, ils s'appellent de cette façon-là et il y a des études scientifiques en cours. Donc on n'est pas dans l'autorisation, loin de là. Il y a un médicament qui cible l'amyline. La molécule s'appelle le cagrilintide. De même, il y a des études en cours. On est loin de l'autorisation de mise sur le marché. Il y a un médicament très intéressant qui cible les deux entérohormones dont on a parlé et le glucagon. C'est le rétratrutide. Et ça, je peux déjà vous montrer les résultats de l'étude de phase 2. Les études de phase 3, c'est quand il y a énormément de patients. Donc phase 2 sur un petit groupe. C'est vrai que c'est très encourageant. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Hop. Dans cette étude, vous voyez, c'est sur un petit groupe encore. On a 338 patients avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 et il y en a 14 avec un indice de masse corporelle supérieur à 27. Et ils ont un problème de santé associé. C'est une étude de 48 semaines. Il y a 6 à 16 patients qui ont arrêté le traitement selon la dose. Et vous voyez ici que les gens perdent d'autant plus de poids que la dose est élevée, avec un bénéfice très important à 12 mg, car ils perdent près de 25% de leur poids initial. C'est considérable. On était sur 15% pour le Wegovy, on est à 20% pour le double analogue. Et là, sur une molécule, enfin un médicament qui combine trois molécules, on est encore plus efficace. Donc c'est vraiment le ciblage d'un problème hormonal global avec le temps, qui marche bien, avec toutefois des effets secondaires, hein. Aujourd'hui, on a donc le GLP-1 et le GIP. Ce que j'explique aux patients qui viennent me voir, c'est que aujourd'hui, on n'a pas les médicaments qui miment la chirurgie bariatrique. Et en fait, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie hormonale, pour moi, qui va rétablir des choses et aider les gens à perdre du poids. Et en fait, on attend le rétratrutide, les bénéfices, ils sont proches de celui d'une chirurgie bariatrique. Vous voyez qu'en modifiant trois hormones, on arrive à avoir un bénéfice proche de la chirurgie bariatrique. Nous, les études au cours des dernières années nous ont montré que c'était pas que la restriction alimentaire qui faisait perdre du poids, mais on a très bien vu que par exemple dans la sleeve, la gréline qui favorise la faim est considérablement diminuée, que les gens fabriquent mieux d'insuline. Par contre, dans la sleeve, on a assez peu d'effet sur le GLP-1 et le PYY, qui est une autre entérohormone. Donc, ça marche, mais pas autant que le bypass gastrique sur les hormones intestinales. Là, on a une forte augmentation avec le bypass gastrique, de l'insuline, du GLP-1 et de cette autre hormone qui joue dans le comportement alimentaire et la satiété, c'est le PYY. En fait,
Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que selon les segments de l'intestin, on fabrique plus ou moins ces hormones intestinales. Il s'avère que la modification du trajet des aliments, ici, dans le bypass gastrique, va stimuler la fabrication d'hormones plutôt que si les aliments étaient passés par le circuit classique. Il y a même des scientifiques, il y a quelques années, qui ont fait des études où, en fait, ils coupaient un segment d'intestin qu'ils mettaient dans l'autre sens. Ils ont montré, dans ces cas-là, qu'ils modifiaient le potentiel de fabrication des hormones de l'intestin et donc faisaient perdre du poids aux gens. Par contre, bien évidemment, le fait de couper l'intestin et juste le tourner, était greffé d'une mortalité, une morbidité non négligeable, donc beaucoup d'effets secondaires. C'était quand même très risqué, ça n'a pas été conservé. Mais c'est pour vous dire combien cet intestin est important dans la régulation du poids. Donc c'est vraiment l'avenir, vous l'avez vu avec les médicaments dont on a parlé. Et aujourd'hui, ben, quand on n'a pas, le GLP-1 marche pas, par exemple, eh ben, il faut peut-être discuter une chirurgie qui modifie de façon plus importante les autres hormones de l'intestin. Là, elles ne sont pas toutes dosées, hein, mais bien évidemment qu'une sleeve et un bypass modifient cette capacité de l'intestin à fabriquer des hormones. Donc, je vous rappelle que le surpoids, c'est une maladie de stockage adipocytaire auquel s'associent différents autres facteurs qui vont déséquilibrer la balance entrée énergétique, dépense énergétique, que tout le monde ne stocke pas. Et que si on a une vulnérabilité à stocker, eh ben, ces déséquilibres vont induire un surpoids et une obésité. Je le rappelle aux patients, et je vous le rappelle aussi à vous, que aucun des médicaments ne mime l'effet d'une activité physique. Les médicaments dont on a discuté a priori n'entraînent pas une croissance des cellules musculaires et ne les font pas contracter. Donc, c'est relativement sain. Ça, c'est l'investissement personnel des gens dans le parcours. Et heureusement, on a des professionnels de mieux en mieux formés pour accompagner les gens dans ce changement. Également, il est important de se faire guider par une diététicienne, non pas pour restreindre les apports, mais pour identifier le bon carburant qui vous permettra de perdre le plus de poids possible dans votre démarche, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale. Euh, j'ai marqué, je ne sais pas ce que j'ai marqué, mais on a peu de recul pour, non pas usinant, mais pour le GLP-1 et GIP, le double analogue dont on a parlé, le Mounjaro, et on a beaucoup de recul vis-à-vis du GLP-1 parce que ça fait 15 années qu'on le prescrivait pour le diabète. Donc on est plutôt rassuré sur ce médicament-là. Donc vous retiendrez que l'obésité, c'est une maladie chronique, donc ça se soigne avec une prise en charge prolongée, et il s'agit d'une maladie du stockage adipocytaire. Les médicaments se développent, il y a des aides qui enfin vont aider les patients. Et on a vraiment pas mal d'espoir. Par contre, il faut beaucoup de patience, vous l'avez bien compris, parce qu'on est dans le tournant et que pour l'instant, c'est pas encore simple d'aller trouver ces médicaments-là. Pour s'en sortir, il faut vraiment une prise en charge pluridisciplinaire pour mettre toutes les options pour que ce soit un succès thérapeutique. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Vous avez le droit de me dire que vous n'avez aucune question.
Bah, moi, vous avez répondu à toutes mes questions, en tout cas aux questions de mes filles surtout. Ouais. Euh, Au niveau enfin, si elle voulait savoir si on doit arrêter le traitement pour X ou Y raison, est-ce qu'il y a un sevrage? Est-ce qu'on doit Non, l'arrêter petit à petit ou non, c'est pas nécessaire. c'est pas nécessaire? D'accord, ok. Ça se passe bien. L'arrêt se passe et puis en général, au bout d'une à 2 semaines, les gens ressentent une faim plus prononcée. D'accord, ok. Ouais, 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 me le disent, hein, et perdent l'effet. Ouais. D'accord. Mm. C'est une visio que nous avons fait en famille, bien sûr. Mais très bien, Tout le monde est là. Euh, impeccable. vous avez d'autres questions, les filles? Bah, les ordonnances, de toute façon, c'est le suivi C'est c'est rédigé par un spécialiste. par vous, ouais. Voilà. Un professionnel de l'endocrinologie ou de la nutrition, puisqu'il y a des médecins qui ont des spécialités en nutrition. Donc, a priori, ils pourront prescrire aussi. Et voilà, alors que le Saxenda, qui était l'injection quotidienne, les médecins généralistes pouvaient, mais là, on a quand même, il y a du mésusage, hein, euh, sur les médicaments, donc il y a un fort contrôle pour le moment. Donc, c'est que D'accord. les spécialistes qui peuvent le prescrire. Bon, Moi, j'avais moi, une question. je vais le commencer ce soir. Après, je vais avoir un suivi directement avec vous. De toute façon, il y aura un Ouais. suivi avec vous Ah bah, bien automatiquement. sûr. De toute façon, moi, je ne prescris pas chez quelqu'un qui vient plus. Ok, d'accord. Merci. Moi, j'avais une question, vu que mon conjoint, du coup, est sous traitement. Mhm. Euh, Quand on dit que bah, du coup, c'est au long cours, que c'est à vie, on n'a pas du tout de recul sur un traitement qui serait pris pendant 40 ans, ou... enfin, peut-être pas 40, ça va lui faire 80 ans, mais enfin, peut-être 40, ouais. Ben, en fait, on a déjà le recul du diabète. Et quand quelqu'un a du diabète, on ne se pose pas la question de lui arrêter son médicament du diabète. On est content Oui, d'avoir quelque chose qui l'est équilibré. Et en fait, faut se mettre dans cette même perspective. On n'arrête pas à 70 ans les traitements antihypertenseurs. Alors, bien sûr, D'accord. vous voyez, dans le diabète, puisque moi j'ai aussi la casquette des nutritions, et donc des personnes qui ont des difficultés à se nourrir dans le cadre du cancer notamment, quelqu'un qui est diabétique et qui a cette molécule-là, la première chose que je dis à mes collègues, c'est de l'arrêter pour que la personne puisse manger suffisamment. d'accord. Et, Et est-ce que, du coup, dans l'avenir, on risque de plus faire peut-être de chirurgie bariatrique si on arrive à traiter plusieurs hormones, en même temps? C'est et, envisagé, ça? ben, déjà, le nombre de chirurgies a considérablement diminué. En France, enfin, il y a des gens qui attendent les molécules. Il y a certaines personnes qui ont bénéficié du Wegovy dans l'accès précoce. Donc en France, c'est assez considérable. Donc ça a diminué le nombre de chirurgies. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir une injection. Il y a des gens qui ne tolèrent pas la molécule pour des diarrhées. Et puis, il y a des non-répondeurs à une hormone, en fait. Pour l'instant, on ne les a pas. Là, le rétratrutide, par exemple, on ne l'a pas encore. Il va falloir attendre une dizaine d'années. Donc, les gens qui sont à ce tournant-là, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'attendre tout ce temps-là. Mais oui, peut-être qu'avec le temps, enfin, clairement, le nombre de chirurgies va diminuer. Et puis, moi, chez les gens qui ont, par exemple, eu une sleeve gastrectomie. Et il y en a une partie des patients, en fait, qui vont avoir une perte de l'effet hormonal de la chirurgie. C'est-à-dire qu'ils échappent un petit peu. Ils ont de nouveau des envies. Ils vont vous parler d'envie de sucrer. Et en fait, je leur prescris un petit peu de GLP-1 pour ceux pour qui il y a une indication, mais où ça semble pertinent. Et en fait, c'est comme si ça renouvelait un peu les effets biologiques de la chirurgie. Donc, même pour les échecs ou reprises de poids après chirurgie,
les molécules semblent intéressantes. D'accord. Et est-ce que du coup aussi, on a fait des études sur, parce que voilà, c'est des injections qu'on fait en sous-cutané. Il n'y a pas de, vous savez, souvent on dit à l'hôpital, enfin moi je suis infirmière, qu'il y a des, enfin on peut pas combiner plusieurs traitements. Donc le fait de cumuler, il y a pas des contre-indications, ça altère pas les autres médicaments. Si en prenant de l'âge, on développe une autre pathologie, par exemple. En fait, ça mime l'effet d'une hormone que l'on fabrique nous-mêmes. Donc, a priori, pour le moment, Hmm. on n'a pas décelé d'interaction médicamenteuse. D'accord. Ok. Et on part même Merci. d'hypothèse que les gens qui souffrent de surpoids et avec des anomalies du comportement alimentaire ou de l'orientation alimentaire, parfois j'aime bien ce terme-là, ont une dysfonction du récepteur du GLP-1. Donc, ils ont besoin de plus. D'accord. Mm. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'ai cru que quelqu'un m'avait laissé un message dans le chat. Merci Marie-Odile, à bientôt. Elle nous a quittés. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, alors moi, je veux bien, Véronique, j'ai commencé la semaine dernière et en fait, j'avais pas compris que ce serait à vie, quoi. Oh, je l'ai sans doute dit. Ouais, Euh, mais je l'ai pas. Ouais, 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 vous enfin, avez dû. il y Ouais, a- c'est et pour ça après, c'est que pas grave, hein. C'est c'est pas pour- grave. oui, Mm. c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette présentation-là, c'est pour que les gens aient une base à revoir. Parce je vous inonde d'informations en fait pendant la consultation. Ouais, Et jamais j'aurai le temps de prendre tout le temps que j'ai pris là pour vous expliquer tout ça. d'accord. Euh, oui, effectivement, ça nous vous viendrait pas à l'esprit. Quelqu'un qui a une thyroïde qui fonctionne plus, on arrête son traitement à un moment. Donc, c'est sur la même logique de maladie chronique. Mm. D'accord. Ouais, ouais. Mais voilà, ouais, c'était très intéressant. En tout cas, moi pour les personnes qui sont là, j'ai été slivée et puis reprise de poids. En fait, j'essaye, voilà. Mm. Donc, effectivement, avec la reprise de poids, hein, moi, j'identifie en parlant avec mes patients la perte d'effet en fait du GLP-1 avec le temps. Et il y a, je pense qu'on perd de l'effet des entérohormones qui ont rendu les choses plus simples à la perte de poids. Parce que quand même, quand on induit euh, un déficit énergétique avec une chirurgie bariatrique, on perd du tissu adipeux. Et en fait, en réaction, il y a plein d'hormones qui vont vous pousser à manger. C'est comme ça. Ben, le corps n'est pas fait pour perdre du poids. Et en fait, ben, ces différentes hormones qui concourent à reprendre du poids, ben, les moyens de les contrecarrer, c'est l'abaissement de la gréline et c'est le fait de majorer ces enzymes intestinales. Et je Mm. pense qu'avec le temps, on perd cet effet-là et que rebooster avec un peu de GLP-1 nous est très utile. Ah ouais, je pense que ouais. Ça fait pas tout, mais ça vaut le coup d'être essayé aujourd'hui comme stratégie. Mm. Alors, faut-il surveiller concernant la pancréatite? La pancréatite, elle parle d'elle-même, hein, donc ça fait mal au ventre. Et on va pas il n'y a pas besoin de surveiller, hein. Les symptômes sont suffisamment importants pour que vous consultiez, en fait. Alors, est-on sûr qu'il sera remboursé un jour? Ben oui, mais on est dans un contexte économique et politique pas simple qui fait que malheureusement, et vous en avez payé les conséquences, l'obésité est rarement mise en priorité dans les politiques de santé. Je pense que je ne vais pas médire non plus trop, mais vous le savez qu'il y a des idées reçues concernant le surpoids et le fait que les patients surpoids, bah, s'ils faisaient un petit peu attention, et ben ça marcherait. Mais
c'est bien plus compliqué que ça. Et en fait, je pense qu'il faut encore quelques années pour que la population générale comprenne qu'il s'agit d'une maladie. Et le fait que c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que quand ils seront remboursés, quand on vous traitera par médicament, va venir l'état d'esprit qu'il s'agit vraiment d'une maladie. Et actuellement, je pense qu'on paye un petit peu d'un retard, qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont prioritaires. Il y a certains médicaments qui ont eu des autorisations de remboursement bien plus rapides et efficaces que le Wegovy. Et je pense qu'on paye peut-être un peu l'idée reçue que ben, les gens, ils ont qu'à commencer à faire attention et que c'est une solution de facilité. C'est pas une solution de facilité. Euh, Clairement, ça rend les choses plus faciles, mais c'est pas la solution. C'est plus compliqué que ça. Donc, a priori, ça va être remboursé à hauteur de 65% du médicament puisque ça a reçu la SMR4. Donc, voilà, et le reste sera à charge des mutuelles. En France, pour l'instant, les mutuelles, elles prennent pas en charge tant qu'il n'y a pas la part de remboursement sécurité sociale. Ou alors, je serais très intéressée de savoir lesquelles. Et je pense que le laboratoire pharmaceutique se serait empressé de me le dire aussi, surtout. Bon, bah écoutez, ça fait une longue conférence. On va s'interrompre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous remercie de votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Au Bonne revoir. Bonne soirée. Au soirée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.